Côté de... Ah oui, deux Benjamin, ça va pas ça. Ouais. J'avais pas cité Benjamin 1, Benjamin 2. J'ai oublié mes lunettes. Moi, ça va rien, j'ai oublié. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Et oui, Florence Sueur au micro avec Philippe, mon compagnon de route pour cette émission. Il hausse les sourcils, mais si, je vous assure. Allez, merci pour votre fidélité, que ce soit en vidéo live via Facebook, page bar de l'économie, ou en web radio IDFM 98.fr, ou bien sûr la FM 98.0. Et pour réécouter cette émission, eh bien, connectez-vous sur la chaîne YouTube, vous savez, c'est nouveau, bar de l'économie. Alors aujourd'hui, eh bien, les nouvelles mesures de la région Île-de-France, ça va taper fort, vous allez voir. Et puis aussi des salons ou des rencontres dématérialisées et puis sécurisées. Et puis de l'épargne salariale, pourquoi pas, pour booster l'entreprise et le retour des salariés en entreprise. Et puis on parlera aussi, pour terminer, de rénovation immobilière. On va parler d'art et d'architecture intérieure. Alors pour parler de tout ça, eh bien, j'accueille tout d'abord Benjamin Schkoun, bonjour. Bonjour. Benjamin, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France en charge de l'économie et fraîchement élu à la ville d'Anguin-les-Bains, en charge également l'économie, tiens c'est bizarre. Hein. Et puis à vos côtés Vincent Larose, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Proximum Group, fondé il y a déjà 21 ans et vous êtes spécialisé dans les conventions d'affaires, mais vous aussi vous êtes digitalisé et on va tout savoir sur comment vous avez fait parce que vous arrivez à faire 550 000 rendez-vous B2B par an grâce à votre système de vidéoconférence et de cette nouvelle plateforme qui s'appelle Vimit. À nos côtés, Benjamin Pedrini, bonjour. Bonjour. Benjamin, alors vous êtes un start-upper encore, si je puis dire, puisque vous avez fondé votre entreprise en 2017. Vous avez un petit peu, dépoussiéré ce secteur de la fintech pour proposer donc de l'épargne salariale, et on en saura un peu plus tout à l'heure. Et donc peut-être que ça peut aider justement les salariés à avoir envie de retourner travailler. On verra ensemble comment vous avez géré aussi la crise Covid. Et puis enfin à nos côtés, Frédéric Fallin. Frédéric Fallin est le fondateur d'Image Rénov, la rénovation immobilière installée en Val d'Oise depuis 19 ans. Mais il est aussi le patron, le fondateur de Quadro, le plus grand réseau de mobilier sur mesure en France, installé en boutique à Paris. Et puis il est aussi à ses heures perdues lorsqu'il a le temps. Bien sûr, s'il en a, il est DJ. Voilà, on en saura plus tout à l'heure également. Alors, on va tout de suite commencer par les infos du jour. Eh bien, deux figures s'en vont. Claude Goesgen et Guy Bedos. Le monde politique est en deuil avec la disparition de Claude Goesgen. On lui rend hommage ce matin. C'est un député de Paris, figure de la droite, mort d'un arrêt cardiaque après avoir été malade du Covid, 22 jours en réanimation et il est décédé à l'âge de 75 ans. Né le 12 mars 1945 à Toulon, cet avocat de profession a été doyen de la faculté de droit en sciences politiques de Paris 13, c'est pourquoi on le connaît quand même bien en Val d'Oise. Il a été chargé de conférences à HEC, successivement membre de l'UDF puis de Démocratie libérale, le parti d'Alain Madelin. Il a été membre du conseil des fondateurs de l'UMP en 2002. Il a été élu pour la première fois député de Paris en 1993 et maire du 16e pendant 20 ans, puis en raison de l'interdit du cumul des mandats, il a démissionné alors qu'il venait d'être réélu pour conserver par contre son mandat de député. Alors Benjamin Schkoun, vous l'avez bien connu. Oui, on s'est croisé, je l'ai croisé dans mes différentes fonctions. C'est fait partie de ces figures de la droite, de l'UDF des années 90, assez marquantes. C'était des gens clivants, dans le sens où ils étaient 100% engagés dans la vie politique. Et cette figure, comme on dit aujourd'hui, de l'ancien monde, va manquer au 16e arrondissement de Paris, je pense. Merci pour ce commentaire. Autre hommage, le monde de l'humour est en deuil. Le comédien humoriste et auteur Guy Bedos, incontournable pour son célèbre franc-parler, s'en est allé à l'âge de 85 ans. Un homme salué par tous pour être drôle, entier, insolent et tendre. Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu pour père, belle déclaration de son fils Nicolas Bedos. Le rire sera pour lui un exorcisme suite à son enfance malheureuse. Vous pourrez lire plus sur son enfance.
sur les réseaux et sur le net. Je suis un peu résilient, disait-il. Un jour, j'ai commencé à écrire des sketchs par hasard, racontait-il dans le quotidien Libération. J'ai interprété un premier sketch signé Jacques Chazot, lui l'homo de droite et moi l'hétéro de gauche, à la Fontaine des 4 saisons où je croisais Boris Vian, Béjart débutant. Ce cabaret était dirigé par Pierre Prévert, le frère de Jacques Prévert. Et c'est Jacques Prévert, l'idole de mon adolescence, qui m'a dit un jour, vous devriez écrire. Et donc j'ai acheté un cahier et le lendemain c'était parti. Et on se souvient tous de son sketch mythique La Drague et de ceux sur sa femme Paulette, notamment Paulette Paléba-Kiplis. À la fin des années 70, Guy Bedos commence à intégrer la politique dans ses thèmes d'expression sous forme de revue de presse dans ses one-man shows. Et sur scène, il traitera un jour Nadine Morano, ex-ministre de Nicolas Sarkozy de Cône. Il sera poursuivi en justice pour injure publique, mais il sera relaxé, les juges ayant estimé que l'humoriste était dans son registre habituel. Il se dit halluciné par la dureté du monde. On n'arrive pas à se débarrasser de la petite délinquance tant qu'on aura autant d'indulgence pour la grande en politique ou dans l'industrie. Le poisson pourrit par la tête. Vous voyez, c'est plutôt ça qu'on appelle le franc-parler. En 2017, l'humoriste évoquait sa mort en ces termes. « Je ne vais pas m'attarder pendant 20 ans, il faut vous habituer à ce que je disparaisse, et peut-être même volontairement. J'appartiens à l'association Le droit de mourir dans la dignité, et je mourrai dans la dignité. Je n'attendrai pas d'être gâteux, d'être en charge pour tout mon entourage. Je déciderai moi-même de mon départ. » Alors, comme il disait souvent sur la scène, sa vie fut une comédie italienne où tu ris, tu pleures, tu vis, tu meurs. Autre information du jour, l'information, j'allais dire, principale, bien sûr, c'est la deuxième phase du déconfinement, la liberté sous contrôle, suppression de la limite des 100 km, ouverture des cafés et restaurants en zone verte. Toute la France est en zone verte, sauf l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane, qui restent orange, et le Val d'Oise en rouge. Zone verte pour les bars et restaurants, vous pouvez réouvrir le 2 juin. Par contre, dans les zones oranges, seules les terrasses seraient autorisées à ouvrir. Port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements. Les tables pourront accueillir au maximum 10 personnes et la distance devra être d'au moins 1 mètre entre chaque table. Il sera interdit de consommer debout à l'intérieur des établissements ouverts en zone verte. Donc vous serez dehors. Les hébergements touristiques pourront ouvrir dans tous les départements verts à partir du 2 juin. Zone orange, eh bien, ils pourront ouvrir simplement après le 22 juin, c'est-à-dire lors de la 3e phase du déconfinement. Les cinémas rouvriront le 22 juin sur l'ensemble du territoire. Notre plus grand adversaire sont les très grands rassemblements, a déclaré le Premier ministre hier. Ils seront limités à 10 personnes jusqu'au 21 juin, donc tous les lieux publics type stade, discothèques et autres, bien sûr, restent fermés. Sport de contact interdit. En zone verte, les lycées généraux, technologiques et professionnels vont ouvrir au moins un niveau. En zone orange, les lycées professionnels vont ouvrir en priorité pour les élèves qui auront besoin d'une certification. Des entretiens pédagogiques individuels sont prévus dans les lycées généraux et technologiques dans les territoires en zone orange. Les collèges pourront accueillir les élèves de la 6e à la 3e en zone verte et rouvriront progressivement les classes de 6e et de 5e en zone orange. Annulation de l'épreuve orale du bac de français. Les élèves seront notés sur les 1er et 2e trimestres. Et puis jusqu'au 15 juin, les restrictions sont maintenues aux frontières européennes. Une coordination est en cours pour rouvrir les frontières à cette date. Et donc, l'Europe fait toujours des discussions pour adopter une position commune. Les sports de contact, je vous l'ai dit, boîtes de nuit et regroupements large public ne peuvent pas reprendre dans un premier temps. J'insiste là-dessus. Alors, l'application Stop Covid sera disponible dès mardi. La liberté va redevenir la règle, l'interdit, l'exception, a annoncé Édouard Philippe hier, avant de détailler, bien sûr, toutes les mesures que je viens de vous annoncer. 4 indicateurs sont désormais en tout cas retenus pour mesurer l'épidémie en France et un nouveau, c'est l'incidence tout d'abord, c'est-à-dire le taux de cas positifs dans la population qui est aujourd'hui de 6,14 tests positifs pour 100 000 habitants. En Île-de-France, le niveau de circulation du virus explique un taux plus élevé et puis je pense que nos gouvernements ont peur des moyens de transport. C'est peut-être pour ça qu'on reste en zone orange. Alors, dernière info du jour, eh bien, c'est le nombre de chômeurs. 843 000 de plus inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France, hors Mayotte. Ce sont les données publiées hier par le ministre du Travail et de Pôle emploi, avec plus de 4,5 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A.
sur 3 mois 1 million de demandeurs d'emploi supplémentaires dans cette catégorie A qui regroupe les personnes n'ayant plus aucune activité. Donc beaucoup d'intérimaires, j'imagine, et de contrats courts. Alors Benjamin Schroun, votre venue ce matin apporte un souffle d'air, on va dire, à la région Île-de-France, car vous arrivez avec 1,3 million d'euros d'investissement en zone Île-de-France. C'est quand même une très bonne nouvelle. Alors pour quand, sur combien de temps, comment? Alors, c'est 1,3 milliard. Milliards, c'est même d'euros. encore mieux que ce que je viens de dire. Pardon. Alors, tout simplement, on a eu la première phase où la région a été proactive. Hein. On a commandé 30 millions de masques, on a mis à disposition des pharmacies, des commerçants, des TPE, des PME du territoire, afin de pouvoir reprendre l'activité ou garder de l'activité. Et puis là, hier, on a lancé, la présidente de région, Valérie Pécresse, a lancé un plan de 1,3 milliard d'euros. Donc, 700 millions d'euros de redéploiement de crédit et près de 600 millions d'euros de nouveaux crédits qu'on va redéployer. Alors, ça va concerner quoi? J'allais vous dire un peu tous les pans. L'économie, on va mettre en place des aides pour la relocalisation des entreprises, pour les filières stratégiques comme l'aéronautique, l'automobile qui vont souffrir durant cette période. Sur la culture, avec 20 millions d'euros sur la culture ou 15 millions d'euros sur le tourisme, mais aussi auprès des chômeurs où on va doubler le nombre de formations pour les chômeurs. Moi, j'ai la profonde conviction que si on veut faire un retour à l'emploi des gens qui arrivent au chômage, il faut les former pour pouvoir les rendre employables. J'ai vu une députée du Val d'Oise qui plaidait pour un RSA pour les jeunes. Les jeunes, ils ne veulent pas d'assistanat, hein. Les jeunes, ils veulent de la formation, du travail, ils veulent avoir la dignité en ayant une formation. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire reprendre l'économie. Donc c'est 230 millions d'euros qu'on va mettre sur la table sur la formation. Et puis aussi sur le pouvoir d'achat, sur le décrochage scolaire, hein, on a pendant 3 mois des jeunes qui ont, j'allais dire tous décroché, puisqu'ils n'ont tous pas été là. On sait que dans le lycée professionnel, c'est un jeune sur deux qui n'a pas suivi les formations du CNED. Et sur ça, il faut reprendre attache auprès de ces jeunes-là pour pouvoir les remettre sur la formation. On a une plateforme téléphonique de l'ESS qui a appelé tous ces jeunes-là pour savoir où ils en étaient de leur formation sur tous les lycéens d'Île-de-France. Et donc là, on aimerait bien ouvrir la deuxième quinzaine d'août des lycées pour faire des stages de remise à niveau et de remobilisation pour la rentrée. Donc là, c'est une ambition qu'on a auprès des jeunes du territoire. On a aussi un plan sur le pouvoir d'achat. On a mis en place une aide pour les lycéens boursiers. On a mis en place, on a été un peu critiqué par l'opposition quand on a mis en place des tablettes et des ordinateurs portables dans les lycées. Je crois que les lycéens du lycée Gustave Monod à Enghien sont ravis d'avoir eu un ordinateur portable qui leur a permis, durant le confinement, de pouvoir suivre leur formation à distance. Et là, on va mettre 80 millions d'euros en plus sur ces ordinateurs portables et sur l'accès numérique à l'éducation. Et puis l'écologie, essentielle. On va aussi faire cette relance par l'écologie. On va mettre 238 millions d'euros sur l'écologie, 208 millions d'euros sur la relance verte, avec la participation à des projets d'éléments durables. On remet 30 millions d'euros sur les transports. Donc vous voyez ce plan qui est large, qui concerne tous les pans de la vie quotidienne des Franciliens. 1,3 milliard d'euros, c'est considérable, sur le second semestre 2020. Et donc, la région, qui est un acteur indispensable à la vie économique du territoire, va pleinement prendre son rôle durant cette seconde phase espérons post-Covid, et de reprise économique. Alors, vous annoncez 1,3 milliard d'euros pour la région Île-de-France. La région est donc si riche. Comment trouver est-ce qu'on a cet argent? Comment la région, depuis 2015, a fait beaucoup d'économies. Je vous donne un exemple, hein, le déménagement du siège du 7e bourgeois à Saint-Ouen, c'est 120 millions d'euros d'économies par an. On a fait beaucoup d'efforts sur le fonctionnement à la région. Je vous donne un exemple tout bête aussi, on s'est modernisé. Nous, 100% des fonctionnaires de la région sont en télétravail, puisqu'on a mis en place une journée de télétravail pour tous les collaborateurs de la région. Et donc, au 17 mars, on a pu mettre 100% de nos collaborateurs en télétravail. On s'est modernisé
Et cette modélisation nous a fait faire aussi des économies. On a une gestion saine et prudente depuis 2015, ce qui nous permet de dégager aujourd'hui des marges de manœuvre assez considérables pour notre territoire. Donc cet argent, donc c'est suite les 1,3 milliard que vous annoncez pour le deuxième semestre 2020 pour la région Île-de-France dans différents secteurs. Donc je rappelle ce que vous venez de dire, donc beaucoup vers les jeunes, peut-être en août ouverture des lycées pour faire un rattrapage du niveau pour qu'ils puissent recommencer leur année scolaire, des tablettes diffusées à tous ces lycéens et puis peut-être priorité à l'emploi pour les jeunes puisque effectivement je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans les informations, mais les jeunes sont en première ligne, plus 29% pour les moins de 25 ans, mais aussi les plus de 50 ans, plus 16,1% dans l'accroissement du million de chômeurs en plus. Alors vous avez dit aussi 238 millions d'euros pour l'écologie et 30 millions d'euros sur les transports. Donc j'imagine que là c'est un peu trop tôt pour voir ce qui va être proposé en détail, bien sûr, mais cet argent, vous avez dit, c'est des économies, j'imagine pour 50%. D'où viendraient les 50 autres pourcents de ce milliard 3 ? Donc on a 700 millions d'euros qui sont du redéploiement de crédits qu'on avait voté pour le budget et 600 millions d'euros qu'on va créer à nouveau. Donc ce plan-là va être discuté en séance plénière à la région le 11 juin. Donc là, ça je vous dis, c'est en avant-première. C'est un peu l'exclu que Valérie Pécresse a annoncé hier soir et que je vous relais aujourd'hui. Des discussions qu'on va avoir en séance d'ici 15 jours maintenant. Vraiment, l'idée, c'est de prendre toute notre place, tout notre rôle dans cette relance du pays. Je pense que cette crise a démontré le rôle indispensable des régions et des départements et essentiel des mairies dans la gestion d'une crise aussi lourde. On a aussi permis de voir la souplesse et l'agilité de nos structures permettre à répondre en réel. Quand nous, on distribue 30 millions de masques, on a réussi à le faire assez rapidement. On l'a distribué dans les gares, etc., parce que la dotation de l'État n'était pas encore arrivée. Donc on montre l'indispensabilité de la décentralisation et le fait que je pense que la vraie réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est comment redescendre du pouvoir au niveau local, parce que la clé du succès de notre pays est là. Et puis il faut relancer, donc tout ça c'est pour relancer bien sûr l'économie. Donc on en saura un petit peu plus tard. Mais merci de nous avoir annoncé en exclusivité au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin cette excellente nouvelle que ce milliard 3 qui serait déployé à partir de l'automne, le temps que, évidemment, vous votiez en séance, si j'ai bien compris, le 11 juin, toutes les modalités. Donc ça va être une longue séance. Alors, vous aviez aussi pensé, j'avais cru comprendre, à la fête des restaurateurs. En tout cas, bon là, du coup, on est quand même en Val d'Oise en zone rouge et en Île-de-France en zone orange. Est-ce que ça va pouvoir se faire ? Quand est-ce que vous imaginez de pouvoir aider tout ce secteur d'activité? On avait mis en place un chèque numérique pour les commerçants qu'on va élargir. Aujourd'hui, c'est pour les commerçants, les artisans, même qui n'ont pas de point de vente, pour leur permettre de pouvoir faire du click and connect, c'est-à-dire de vendre sur Internet, venir chercher et de valoriser le commerce de proximité. On est aussi en train de réfléchir à un dispositif pour remettre la restauration et la restauration de proximité en avant. Donc on a cette idée cette fête des restaurants. Donc l'idée c'est de la faire d'ici la rentrée scolaire de septembre pour pouvoir redonner envie aux gens d'aller consommer ou même découvrir des restaurants où ils ne sont jamais allés. Donc avec mise en place d'aides. Donc on a ce chèque de 1 500 € pour le numérique et on va créer aussi un chèque place de marché numérique pour aider aussi les marchés, on va dire, des villes, pouvoir se moderniser et faire du numérique qui aura une aide pour la collectivité jusqu'à 10 000 €. Est-ce que vous imaginez que par exemple les restaurateurs pourraient livrer des repas c'est un peu l'idée, ouais. Un peu partout, dans les écoles, dans les institutions publiques, c'est ça ? C'est un peu l'idée de ce chèque numérique, c'est pouvoir aussi permettre aux restaurateurs de faire, j'allais dire, sans citer de marque, du Uber Eats ou du Deliveroo plus facilement et de se mettre à la page sur ce point-là. Alors, il y a donc 4 secteurs qui sont terriblement sinistrés, l'aéronautique et l'automobile, j'en ai parlé à cette antenne
régulièrement au fil des jours. On a appris ce matin, on a appris ce matin le chiffre que j'avais déjà annoncé en prévision. C'est bien 4900 emplois qui seraient supprimés sur 3 ans chez Renault. En tout cas, il y a 2 autres secteurs dont on parle moins, mais qui sont extrêmement sinistrés, c'est la culture et le tourisme. Est-ce que là, vous allez aussi prévoir des mesures, Benjamin Schrun? Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Sur la culture, on va mettre 20 millions d'euros sur la table et sur le tourisme 15 millions d'euros. Ces aides-là vont permettre, d'avoir un fonds d'urgence pour la culture pour permettre à sauver des entreprises qui ne peuvent pas travailler aujourd'hui, et puis aussi relancer l'attractivité touristique. On avait fait beaucoup d'efforts, on a eu des belles réussites depuis quelques années, avec des contextes très compliqués. Si on se remémore un peu, en 2015, on fait suite aux attentats, on a eu des grèves, on a eu les gilets jaunes. Aujourd'hui, on a le Covid, donc c'est un secteur qui a beaucoup souffert depuis 4-5 ans. Et là, on remet de l'argent pour essayer de les accompagner et de pouvoir les aider à réouvrir dans des conditions sanitaires optimales. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi cette distribution de masques. Merci pour cette bonne nouvelle. Donc, un futur un peu plus optimiste que ce qu'on avait pensé. Merci d'être venu ce matin. Alors, pour finir, peut-être quand même, on peut vous féliciter pour avoir été élu et installé cette semaine en tant que conseiller municipal à la ville d'Enghien. Donc, de quoi serez-vous en charge ? Je vais être adjoint au maire à l'économie. C'est un sujet que je connais bien en étant vice-président de la commission économie de la région. Et puis, dans cette période-là, on a énormément de sujets, on a énormément de projets à Enghien. On a le cœur de ville, on a le hall, la rue Général de Gaulle. Donc on a beaucoup de projets. La revitalisation du centre-ville est un sujet important. Et puis accompagner ces commerçants qui ont souffert pendant la crise, que ce soit les restaurateurs, les commerces de proximité. Donc on a beaucoup de choses à faire. Et puis Enghien, c'est un peu la lumière du Val d'Oise, celle qui rayonne au-delà des frontières. Je donne un exemple, quand je suis administrateur de Paris Région Entreprise, qui est l'agence d'attractivité de la région Île-de-France. Dans la présentation de la région Île-de-France, quand on parle du Val d'Oise, on parle d'Enghien. Merci beaucoup. Je vous emmène tout de suite. Merci d'être passé ce matin au bar de l'économie, Benjamin Schrun. Je vous propose une promenade musicale, toujours avec les créations d'artistes qui font toutes ces musiques. Alors vous me direz peut-être un peu plus tard si vous aimez ou pas. Vous êtes sur IDFM, Radio Enghien, la radio du bien-être. Je sais plus comment on fait. J'arrive. Je sais pas, il faut une adresse. Je vais lui passer mon téléphone. Sur Benjamin. Attends, je prépare les papiers. Ouais. J'aurais dû prendre.
Nous voici de retour au bar de l'économie. Voilà, c'était tout nouveau, une création musicale sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie, bien sûr, de Frédéric Fallin pour Image Rénov, de Benjamin Pedrini pour Epsor, de Benjamin Schroun, conseiller régional d'Île-de-France, et de Vincent Larose, fondateur de Proximum Group, une société qui existe depuis 21 ans. Alors, Vincent Larose, comment avez-vous vécu le confinement, vous ? Écoutez, très bien, dans le sens où nous avons pu conserver une activité à 100%. La totalité de nos salariés étaient en télétravail parce que la digitalisation de l'entreprise le permettait. Et donc il se trouve que notre activité dans le domaine de l'événementiel est un peu compliquée pour beaucoup d'entre nous. C'est un secteur qui est très touché, nécessairement. Et en revanche, le fait d'avoir digitalisé notre activité très tôt, depuis 2012, nous a permis de proposer des solutions alternatives à nos clients, notamment en ayant la capacité de faire des salons totalement dématérialisés et de permettre ainsi aux entreprises de continuer à se rencontrer et pour nous de continuer à exercer notre activité de mise en relation ciblée qui est notre ADN et le cœur de notre métier. Donc on peut dire que vous n'avez eu aucune baisse de chiffre d'affaires, ça, vous avez pu maintenir l'activité ou même peut-être dépasser votre activité par rapport à l'année dernière ? Alors, bon, je vais faire une réponse en 2 temps. D'abord, l'année n'est pas finie. Nous ne savons pas encore précisément à quelle sauce nous allons manger pour le deuxième semestre. Nous avons des gros événements qui sont prévus en présentiel pour le deuxième semestre sur lequel nous avons des interrogations, même si nous sommes déjà dans l'anticipation de solutions pour les dématérialiser avec nos partenaires. Ce qui est certain, c'est que notre activité, nous avons pu maintenir notre activité. Nous avons même été sollicités par de nombreux organisateurs d'événements, des confrères qui avaient besoin de solutions pour digitaliser leurs événements. Et ce qui fait que là où nous avions prévu pour nous 4 événements dématérialisés totalement en ligne au mois de mai et juin, on est aujourd'hui à une 20aine d'événements. Par exemple, dès le mois de mars, on avait avec Paris Business School un forum de l'emploi qui réunissait plus de 2000 étudiants avec une centaine de recruteurs. On l'a dématérialisé et on a permis ainsi à ces 2000 étudiants de rencontrer les entreprises et on a fait 2500 rendez-vous entretien d'embauche sur 2 jours. Totalement dématérialisé. C'est énorme. Alors justement, expliquez-nous un petit peu cette plateforme que vous avez développée, ce système VMeet pour organiser des vidéoconférences cryptées. Alors en fait, c'est très simple. C'est une plateforme qu'on a développée notamment parce que nous étions lauréats PMUP, donc on a eu des soutiens de la région Île-de-France, des soutiens de BPI-France également. Et donc c'est une plateforme qui permet à la fois aux participants de s'inscrire en ligne, qui permet également aux différentes personnes de mettre en avant leurs compétences, leurs besoins, etc. Il y a un moteur de recherche qui permet aux uns et aux autres de faire des sélections, un peu comme quand on est sur les plateformes pour réserver sa maison de vacances pour l'été ou autre. Donc il y a des moteurs de recherche, des filtres qui vont pouvoir permettre à chaque participant de sélectionner, de filtrer et de sélectionner les gens qu'il souhaite rencontrer, de leur faire des demandes de rendez-vous qui vont être acceptées ou non. Et on a un algorithme qui va proposer le meilleur agenda possible pour chaque participant. Et ensuite, toujours dans la même plateforme, le jour J, il est connecté sur son ordinateur, son téléphone portable, et il a son agenda. Et quand l'heure vient, il clique sur démarrer le rendez-vous. Et ça lui demande d'accéder à son micro et sa caméra. Il peut commencer son rendez-vous en visio sans avoir aucun logiciel à installer. C'est totalement intégré, c'est sécurisé. Et donc, voilà. Donc finalement, pour quelqu'un qui n'y connaît rien et dans la génération des plus de 50 ans, on va dire, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas, qui connaissent pas bien le maniement encore de tout ce qui est informatique. Là, c'est carrément fluide. Donc c'est une appli, on clique et puis on se connecte et c'est l'appli elle-même qui nous rappelle qu'on a un rendez-vous de telle heure à telle heure. Tout à fait. Vous avez un agenda, vous cliquez, ça lance automatiquement le rendez-vous. Ça vous avertit du prochain rendez-vous. Vous recevez des notifications si vous avez de nouvelles propositions de rendez-vous.
Et puis, par rapport à ce que vous évoquiez, il faut quand même voir que cette crise sanitaire a quand même augmenté le niveau de compétences et de tout le monde sur la gestion de la visioconférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, à titre personnel, a pu faire un Zoom, un Skype ou n'importe quoi avec ses parents, ses grands-parents. Tout le monde fait des conférences en télétravail. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude d'utiliser ces outils. On constate au travers des événements dématérialisés que nous avons fait ces dernières semaines que beaucoup de décideurs nous disent « Ah ben, moi maintenant, je ne me déplacerai plus sur les salons présentiels. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace de rencontrer des gens de cette manière-là. Ça me permet de faire venir un collaborateur juste pour un rendez-vous parce qu'il est concerné par ce rendez-vous, puis ensuite faire un autre rendez-vous avec un autre collaborateur sans avoir à déplacer personne. » Donc beaucoup de professionnels y voient un avantage sur le long terme au-delà de la crise qu'on vit aujourd'hui. Alors j'imagine surtout pour nous en région Île-de-France, non? Oui, enfin, nous, on n'a pas cette vision juste sur un territoire. Tout l'intérêt de la visio, c'est justement de permettre à des gens qui sont très éloignés de se rencontrer sans se déplacer, voilà, donc tout ça c'est très, très bénéfique pour la planète. On organise depuis de nombreuses années un événement sur la R&D pour les entreprises qui s'appelle les Rendez-vous Carnot, et ça nous permettait de mettre en relation des PME qui étaient sur l'île de la Réunion et qui n'allaient pas se déplacer pour un ou deux rendez-vous avec des laboratoires de recherche sur la France. C'est sûr que c'est pas rentable de faire un si long voyage pour deux rendez-vous. Ouais. Alors, vous avez développé cette plateforme avec Thales notamment, c'est bien ça? Alors, effectivement, on a bénéficié d'un dispositif qui s'appelle Passe Compétences. Donc, Benjamin Schroud tout à l'heure parlait de Paris Région Entreprise. Donc, le conseiller qui nous suivait nous a mis en relation. Et ce dispositif Passe Compétences nous a permis d'avoir un ingénieur de chez Thales pendant 18 mois. Et c'est lui qui nous a permis de structurer le projet, de vraiment nous faire un cahier des charges bien précis. Et c'est ce qui nous a permis de lancer les développements de cette plateforme. Alors, donc, comment avez-vous fait, comment vous êtes-vous mis dans ce réseau, j'allais dire, de passe compétences? Comment avez-vous eu l'idée? Vous étiez déjà en contact avec tout le secteur économique de la région Île-de-France? Alors, en fait, comme je l'indiquais en préambule, on était lauréat PME en 2015, donc ça veut dire qu'en 2014, on avait candidaté. Encore une fois, c'était notre conseiller Paris Région Entreprise qui nous avait poussé à le faire. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de PME qui n'ont pas connaissance de tous les dispositifs qui peuvent exister. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter les conseils que peuvent nous prodiguer par les régions d'entreprise notamment. Et donc c'est vraiment ça qui nous a mis le pied à l'étrier, parce qu'on avait une subvention qu'on pouvait utiliser. On avait du coup, on pouvait déclencher des prêts auprès de BPI France. Il y avait ce dispositif Passe Compétences où on avait un salarié à disposition pendant 18 mois où on ne payait que un tiers de son salaire, un tiers étant la charge de Thales et un tiers pris en charge par la région Île-de-France. Donc l'utilisation de tous ces dispositifs nous a motivés nécessairement. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut quand même un engagement très fort de l'entreprise. Sur fonds propres, on a quand même, nous aussi, engagé beaucoup de ressources, à commencer par des ressources humaines. Mais c'est ce coup de pouce-là qui permet de se lancer et d'investir et de se dire, OK, on va digitaliser notre activité. Et nous, on avait conscience de ça, parce que dès 2012, il y avait déjà des études qu'on avait pu voir qui montraient qu'il y avait 70% des décideurs qui ne se déplaçaient peu ou pas sur les salons professionnels. Et nous, on se disait... C'est énorme. C'est énorme. Et ces gens-là, il faut qu'on aille les chercher pour les amener à nos clients. Et donc, on s'est dit, si on est en capacité de leur proposer une alternative qui est tu restes à ton bureau, tu fais un ou deux rendez-vous distants et tu reprends ton activité, on va pouvoir amener des décideurs qui, de toute façon, ne viennent pas. Alors le seul souci, j'allais dire, pour pouvoir faire autant de rendez-vous, comme par exemple, vous avez parlé de votre exemple sur School of Business, donc avec le groupe ESG et PSB Paris, vous avez organisé 1890 rendez-vous en visio. Donc
on peut en organiser autant qu'on veut. On est limité par quoi? Grâce à la fibre? Comment ça se passe? Alors, en fait, il n'y a aucune limite parce qu'on utilise des technologies WebRTC qui vont utiliser la connexion de chaque utilisateur. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un serveur avec des ressources gigantesques, etc. Les technologies ont beaucoup évolué. Et aujourd'hui, la seule contrainte qu'il y a, ça va être la qualité de la ligne de l'utilisateur. Et dans le pire des cas, si on capte que sa connexion n'est pas bonne, il va avoir un message qui va lui demander de couper sa caméra et de continuer le rendez-vous en audio. Donc il n'aura pas la visio, mais bon, voilà, moi ça m'arrive plusieurs fois par jour aussi de devoir couper ma caméra parce que à l'instant T, mon débit a baissé. On est tous habitués à ça et c'est pas un problème fondamental. Ça n'empêche pas la mise en relation ciblée. Alors pour la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez créé en urgence une solution. Expliquez ce que vous avez fait pour cet effort de guerre, en temps de guerre, comme a dit le président de la République. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que donc on organise plusieurs événements en région Nouvelle-Aquitaine, notamment au mois de novembre un événement qui s'appelle Vivalstech sur le domaine de la santé. La région est partenaire et nous soutient dans l'organisation de cet événement. Et ils nous ont appelés en disant, voilà, on a des industriels qui nous appellent, qui disent, voilà, nous on a des compétences, je suis fabricant de moteurs pour des motos de compétition, je suis sûr qu'on peut aider à faire des respirateurs artificiels, mais j'ai besoin d'expertise pour modifier mon outil de production pour réaliser ça. Et ils avaient plein d'appels comme ça de gens qui voulaient faire du gel hydroalcoolique, fabriquer des masques, etc. Et ils n'avaient pas d'outils pour mettre en relation avec les experts. Et par ailleurs, il y avait plein de demandes qui émanaient de structures hospitalières ou même d'entreprises qui avaient besoin de s'équiper en masques, en gel, etc. Et donc on leur a dit, OK, on va vous mettre en place une plateforme avec notre outil pour mettre en relation les industriels, les experts et les demandeurs. Et donc on a eu une réunion visio le samedi matin avec ces personnes de la région et la plateforme était en ligne le lundi soir. Donc en 48 heures, c'est incroyable. Voilà, avec notre service créa interne qui a pu monter un site internet pour la promotion de cette plateforme, nos équipes techniques qui ont monté la plateforme dans le week-end. Voilà, et alors vous avez fait la même chose il y a 2 jours pour le tourisme et pareil pour l'industrie. Alors là, c'était plus préparé puisque ça faisait partie de notre roadmap de l'année 2020 de faire des événements dématérialisés et notamment on avait ciblé comme secteur le secteur du tourisme. Il se trouve que bon, ça a été un secteur qui a été quand même très durement impacté, on en parlait encore tout à l'heure, et on a eu le plaisir hier de réunir à peu près 150 acteurs du marché, donc des tours opérateurs et des destinations France. Et ces destinations ont pu, au travers de 1100 rendez-vous, proposer leurs prestations de services à des tours opérateurs internationaux. Donc là, vous allez faire un autre événement important, c'est le 30 juin, c'est bien ça? Vous allez faire les Summer Online Meetings. Les Big Boss, c'est quoi? Alors, les Big Boss, ce sont des événements qui existent en présentiel où vous avez des décideurs dans le domaine du marketing, du digital, qui rencontrent leurs prestataires. En général, ils font ça dans des destinations assez agréables. Ils partent 3 jours tous ensemble, un peu en mode Club Med business, où l'essentiel pour eux, c'est également de faire de la mise en relation ciblée. Et bon, bien évidemment, compte tenu des circonstances, ils ne peuvent pas l'organiser en présentiel. Et de ce fait, ils ont pris notre outil pour pouvoir dématérialiser leur événement. Alors, si jamais on veut investir et acheter, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, est-ce que c'est de la location commercialement? Si une entreprise est intéressée par votre plateforme donc de mise en relation par visioconférence sécurisée, comment ça se passe? Combien ça coûte? Combien de temps pour le déploiement? On fait comment? Alors, c'est très variable. D'abord parce que ça va dépendre de la taille de l'événement. Ça va dépendre. On a beaucoup d'activités de services autour de la location de cette plateforme, parce qu'effectivement, c'est de la location. Je dirais que la licence en elle-même n'est pas très, très onéreuse, c'est de l'ordre de 1 500 €. Mais après,
il y a tout un tas de prestations d'accompagnement parce que c'est pas un métier qui s'improvise. Et on a des équipes qui sont là pour assister l'organisateur, notamment le jour J, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème technique, pour aider les participants avec leur bobologie de mon micro ne marche pas, etc. Donc on a mis en place ce qu'on appelle la Watchtower, qui est une équipe dédiée à ça, qui va répondre sur une chatbox pour aider les participants en ligne, qui va surveiller que tous les rendez-vous se déroulent bien, qui va appeler les participants si jamais on constate qu'il y a un rendez-vous qui n'a pas été honoré. Donc voilà, il y a beaucoup de serviciels. Il y a de associés. l'assistanat en fait C'est à ça. côté. Et donc c'est ça qui est lié à la volumétrie de l'événement. Donc je dirais qu'on peut commencer sur une base de 7-8 000 euros pour dématérialiser un événement, mais avec les prestations de service, ça peut augmenter. Alors, si une entreprise ou une institution est intéressée par votre plateforme, comment fait-on pour vous joindre, Vincent Larose? Qu'est-ce qu'il faut faire sur Internet? Qu'est-ce qu'on tape comme mot clé? Il faut aller sur le site vimit.events, donc vimeet.events, et puis là, il y a un formulaire de demande d'information et on répond systématiquement dans la journée et on cale une démo pour faire une démo complète de l'outil et puis les choses peuvent aller très vite. On est capable de mettre en place une plateforme en 3 jours, même un week-end. Voilà, c'est ce qu'on a entendu avec cet exemple dans la médecine à cause du Covid. Tout à fait. Donc là, dernière question, si vous voulez bien, Vincent Larose. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Proximum Group et qui propose justement cette plateforme Vimit Events. C'est que quel pourcentage de dématérialisation avez-vous vu évoluer en 2 ans? Alors, je dirais que jusqu'à l'année dernière, la dématérialisation, c'était encore très conceptuel. On avait peut-être un pourcentage du marché qui était de l'ordre de 1 ou 2%. Et la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui a accéléré vraiment le processus. Il faudra voir ce que ça donne dans l'année à venir, mais je peux déjà vous dire que dans certains secteurs, on voit bien, vous parlez de l'automobile, de l'aéronautique, etc., il est déjà prévu jusqu'à fin 2021 qu'il n'y ait pas de déplacement sur de gros salons internationaux, etc. Donc la digitalisation, elle est indispensable. Notre métier à nous, dans l'événementiel, c'est de mettre en relation les gens, c'est notre travail. Et donc c'est à nous de proposer des solutions à nos clients pour continuer à assurer cette mise en relation ciblée. Notre secteur doit se réinventer aujourd'hui, c'est une nécessité. D'autant que ça coûte cher de louer un espace et c'est pourquoi maintenant les sociétés qui veulent faire des événements ne vont louer que pour 2021, c'est ça? Même pour 2021, nous-mêmes, on se pose des questions parce que prendre un engagement financier sur un locatif de site aujourd'hui, sans savoir si un mois avant l'événement, on aura suffisamment de clients prêts à se déplacer sur l'événement, etc., on va se retrouver avec un risque financier lié à ce locatif qui nous aura engagés et pour lequel on ne pourra pas se dédire. Donc, moi, j'envisage très sérieusement de multiplier l'offre d'événements dématérialisés, même sur toute l'année 2021. Voilà, donc je rappelle votre plateforme, c'est Vimit, une plateforme cryptée, sécurisée pour faire des rencontres finalement virtuelles. C'est bien, mais en même temps en vidéo, donc on se voit, on se parle et on peut travailler ensemble. Merci beaucoup Vincent Larose pour cette belle proposition. Alors juste une chose, j'en profite quand même pour dire que nous recrutons actuellement deux commerciaux sédentaires. Je voulais quand même profiter de l'occasion pour le dire. Allons-y. Donc 2 offres d'emploi à pourvoir. 2 offres basées d'emploi, donc basées à Chaville, mais basées où vous voulez, dans votre cuisine, dans votre salon. Il n'y a aucun problème. On est en télétravail tous actuellement. Mais le siège social est basé à Chaville. On recherche 2 commerciaux sédentaires, Bac+3, Bac+4. Et donc, n'hésitez pas à contacter direction@proximumgroup.com. Voilà, on ira donc les publier sur Facebook et sur notre chaîne YouTube, rassurez-vous. Merci beaucoup. On va tout de suite faire une nouvelle promenade musicale et on revient dans quelques minutes. Vous pourrez me mettre votre portable et votre mail parce que je ne sais pas, en fait, j'ai pas votre fiche. Voilà, vous avez tout.
Ah d'accord, oui, il faut on se rappellera après. Oui, avec plaisir. Parce que je suppose que là, vous voulez pas attendre la fin de l'émission, vous allez partir. Oui, je vais partir. Benjamin, C'est là. bon, vous organisez les posts, je viens de recevoir C'est vrai un mail à l'instant. Donc, je vous écoutez sur l'événement en ligne en fait. C'est vrai. On y participe d'habitude sur les événements physiques. Bon. Et là, j'étais dans la salle en train d'attendre, j'ai reçu l'invitation pour le serveur online. Alors, bonjour. C'est bien, donc ça veut dire que vous allez pouvoir tester la plateforme. Alors, Là, j'ai tout de suite poussé à mes commerciaux parce que c'est plutôt eux qui font ces rendez-vous d'habitude. Au milieu, les rôles. vous avez une carte ou pas? Parce que moi j'en ai pas sorti. Philippe, au revoir. Vous êtes bien là? Non plus que des platines et une mixette. Et donc c'est quoi qui filme? C'est l'iPhone? Et habituellement, effectivement, c'est on y participe, donc c'est pour ça que c'est assez Enchanté en tout cas. Alors, hop. Voilà. Le suivant C'est Benjamin, oui. Bah, On est en retard. On est en retard de 10 minutes, mais on a 5 minutes de plus, donc ça va. c'est bon, Oui, puis moi je pars en vacances sur Mado, donc ça va. Parlez bien devant le micro. Ouais. Contrairement à tout à Voilà. l'heure, les deux personnes d'avant. Là comme ça va? Oui, il faut s'approcher. Bah, monsieur, il connaît. Est-ce que tout le monde est prêt à repartir? Est-ce que moi je suis prête, hein? J'ai mes petits papiers, tout va bien. Allons-y. Oui, c'est bon. C'est parti. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, eh bien, c'est la fête, seconde phase de déconfinement. Donc, on est quand même content, même si l'Île-de-France reste en zone orange et le Val d'Oise en zone rouge. Nous sommes toujours là à vous accompagner au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin avec nos invités du jour, Benjamin Schroun, conseiller régional d'Île-de-France, Vincent Larose, fondateur de Proximum Group et de la plateforme Vimit, la vidéoconférence scriptée sécurisée, de Frédéric Falin pour Image Rénov et puis bien sûr pour Quadro et de Benjamin Pedrini pour Epsor. Alors Benjamin Pedrini, vous avez fondé Epsor en 2017, c'est une fintech spécialisée en épargne salariale et l'épargne retraite. Est-ce que c'est un moyen, ces épargnes, de motiver les salariés à retourner travailler au bureau? un moyen de les motiver à retourner au bureau, ça dépendra des politiques des entreprises sur le télétravail ou pas. Maintenant, c'est vraiment un moyen de motivation des collaborateurs et nous, c'est ce qu'on dit généralement au directeur des ressources humaines avec qui on est en contact. L'épargne salariale aujourd'hui, c'est un vrai plus pour les collaborateurs. Et c'est un vrai plus dans un package salarial global qui va permettre de motiver les salariés sur une atteinte d'objectifs pour leur permettre de toucher une prime si les objectifs de l'entreprise sont atteints. Donc c'est vraiment un dispositif de partage de la valeur qui aujourd'hui est extrêmement intéressant, motivant pour les collaborateurs et qui en plus a des avantages fiscaux et pour les salariés et pour les entreprises. Donc tout le monde est gagnant avec ces dispositifs-là. Alors, vous avez donc, comment vous est venue l'idée de dépoussiérer, j'allais dire, ce secteur, malgré tout, et puis après, je vous poserai la question de comment ça marche. Très bien. Avec mon associé, on avait passé tous les deux à peu près une dizaine d'années dans le secteur bancaire. Donc il faut savoir que les produits d'épargne salariale et d'épargne retraite, c'est plutôt des produits effectivement commercialisés par les grandes banques et les grandes assurances qui, depuis pas mal d'années, n'avaient pas vraiment bougé. C'était assez poussiéreux. Très honnêtement, la plupart des acteurs du marché proposaient des solutions papier ou des solutions qui restaient encore sur des formats internet du début des années 2000 alors qu'on était 15 ans plus tard. Et donc du coup, il y avait un vrai besoin d'apporter de la valeur sur ce secteur-là en digitalisant d'une part et surtout en apportant du conseil aux bénéficiaires de ces dispositifs-là. Nous, le constat qu'on avait, c'est que tous les salariés qui bénéficient d'épargne salariale aujourd'hui
se posent des questions chaque année lorsqu'ils reçoivent leur prime sur quel placement je dois faire. C'est souvent vécu un peu comme quelque chose d'anxiogène. On a 15 jours pour envoyer un bordereau papier. C'est exactement ça. Où il faut faire un choix sur est-ce que je mets sur un placement risqué et je vais perdre toute mon épargne, est-ce que je mets sur quelque chose de sécurisé. Et donc nous, ce qu'on a développé, c'est vraiment une solution à la fois donc digitale, en ligne, mais qui surtout apporte du conseil aux salariés des entreprises dans leur choix de placement, leur choix d'allocation, un conseil justement via un robot advisor qu'on a développé, mais également un conseil via des conseillers auxquels ils peuvent avoir accès et qui vont vraiment les accompagner dans leur choix de placement. Alors donc j'ai un contrat parce que mon patron a décidé, le chef d'entreprise a décidé d'aider ses salariés à souscrire un contrat comme ça, c'est bien ça? Exactement. Il faut que les deux parties soient prenantes, on est d'accord? Exactement. Donc ensuite, comment justement fait-on pour choisir d'abord, est-ce qu'on investit dans des assurances? Est-ce qu'on investit directement dans des fonds? Comment vous répartissez ces contrats et combien de temps ça dure ces contrats-là? Alors on a l'habitude de dire que dans l'épargne salariale, on a une enveloppe qui est l'enveloppe juridique en fait dans laquelle on va investir, comme vous pourriez investir sur un livret A, un contrat d'assurance vie ou un PEA par exemple. Donc on a une enveloppe juridique qui s'appelle le PE, le plan d'épargne d'entreprise, ou le PER, le plan d'épargne de retraite. Et en fait, au sein de cette enveloppe juridique, on va avoir accès à différents supports d'investissement. C'est là où souvent les salariés peuvent être perdus parce qu'ils ont accès à des fonds qui qui ont souvent des noms barbares, qui ne sont pas vraiment compréhensibles. Et donc ça, derrière ces différents supports d'investissement, c'est des fonds qui vont être gérés par des spécialistes, des sociétés de gestion expertes sur leur sujet. Des gestionnaires d'actifs, comme on dit dans le langage professionnel. Mais Mais par contre, moi, si j'ai un contrat comme ça, je peux pas dire, eh bien, je veux investir dans, par exemple, Tesla, Renault, je sais pas moi, EDF. Ou est-ce que j'ai une liberté quand même de choix d'action? Alors jusqu'à présent, effectivement, dans l'épargne salariale, la liberté d'action dans les solutions proposées par les acteurs traditionnels est assez limitée. En général, sur un contrat proposé par les banques aujourd'hui, on a accès en moyenne à 5 ou 6 fonds, et justement un qui va s'appeler prudent, un qui va s'appeler modéré et un qui va s'appeler dynamique. Nous, on a fait le choix vraiment d'avoir une solution beaucoup plus large en matière de gestion. Maintenant, on ne peut pas aller directement investir dans des titres d'entreprise, on doit investir dans des fonds communs de placement. Donc ça permet de diversifier le risque, ça évite d'être exposé sur un seul sous-jacent, ça permet de diversifier le risque. Ce qu'on a développé, nous, dans le robot advisor qu'on a développé, on pose des questions aux collaborateurs à la fois sur leur appétit pour le risque, pour pouvoir orienter finalement les placements, mais également sur leur intérêt en matière d'épargne. Est-ce qu'ils souhaitent investir dans des supports davantage orientés vers la responsabilité sociale et environnementale? Est-ce qu'ils souhaitent investir davantage dans des supports orientés vers les nouvelles technologies, orientés vers les PME France, c'est extrêmement important aujourd'hui dans un contexte de relance de l'économie. Et donc en fait, toutes ces questions sont posées et permettent d'orienter les salariés vers des supports d'investissement qui correspondent à leurs besoins. Alors Benjamin Pedrini, vous avez fondé Epsor en 2017. Quelle est la performance si on prend la base du premier trimestre, que le deuxième il n'est pas tout à fait terminé, puis ça va être un peu en dents de scie cette année? Alors cette année avait plutôt bien démarré. Je vois qu'on rigole à côté de moi effectivement, mais cette année avait plutôt bien démarré. En revanche, effectivement, les marchés, à partir du moment où on est rentré dans cette période de confinement, ont subi des soubresauts assez importants. Il y a eu une volatilité extrêmement forte. On a connu des journées qui avec des pertes extrêmement importantes, voire historiques sur certains marchés. Aujourd'hui, depuis la fin du mois d'avril et le début du mois de mai, on sent quand même que il y a eu une reprise sur les marchés. Et la plupart des supports qu'on propose et des profils d'investissement qu'on propose commencent à remonter. On a fait un benchmark nous chez nous sur nos supports d'investissement et nos profils. On a quand même via du coup l'expertise qu'on a développée une surperformance par rapport au benchmark de marché qu'on voit en épargne salariale, qui peut aller parfois jusqu'à 15% d'écart avec des supports traditionnels en épargne salariale. Donc alors un contrat d'épargne salariale, ça dure combien de temps?
Alors, dans l'épargne salariale, comme je vous disais tout à l'heure, on a les plans d'épargne et puis on a les primes qui peuvent être versées par les entreprises, les primes d'intéressement, les primes de participation. Aujourd'hui, quand une entreprise choisit de mettre en place des primes d'intéressement ou de participation, elle va signer avec ses collaborateurs un contrat qui est valable 3 ans et qui est reconductible tacitement au bout de ces 3 ans. Et ensuite, on a les plans d'épargne. Ça, les plans d'épargne, une fois que l'entreprise a choisi d'en mettre un, celui-ci n'a pas de durée de vie, c'est-à-dire que quand bien même l'accord d'intéressement au bout de 3 ans ne serait pas renouvelé, le collaborateur dispose toujours de son plan d'épargne, peut toujours réaliser des versements volontaires à l'intérieur de son plan d'épargne. Et là-dessus, il y a un vrai intérêt aussi pour un salarié à faire des versements volontaires sur un plan d'épargne entreprise ou sur un plan d'épargne retraite. D'une part parce que c'est des enveloppes sur lesquelles la fiscalité est extrêmement intéressante. Et d'autre part, sur le PER, notamment le plan d'épargne retraite, ça a été introduit l'année dernière par la loi Pacte, on a beaucoup entendu parler de la loi Pacte, les versements volontaires que vont faire les collaborateurs sur ces plans sont déductibles de l'impôt sur le revenu. Oui, donc ça, c'est plutôt des bonnes incitations fiscales à investir dans les entreprises. Alors, est-ce que également la généralisation de la participation évoquée récemment par Gérald Darmanin va changer des choses ? Alors, on a tous vu effectivement qu'il avait annoncé ça, en tout cas cette piste pour relancer l'économie dans Puis la surtout presse, obliger les Français à investir, en fait. Exactement. En fait, on a constaté là, durant cette période de confinement, une augmentation de l'épargne de façon assez significative, mais une augmentation de l'épargne sur des livrets réglementés. Et en fait, cet argent-là, à la fois, il ne va pas dans l'économie, parce qu'il ne va pas dans la consommation, mais il ne va pas non plus dans l'économie et dans les entreprises et dans le financement des entreprises. Et donc effectivement, relancer la participation, inciter les entreprises à verser davantage de participation et à faire en sorte que cette participation, soit les salariés puissent la toucher et consommer, soit l'investir et donc l'investir derrière vers des supports qui vont financer les entreprises, c'est un moyen extrêmement intéressant pour relancer l'économie. Mais vous pensez qu'on aura d'autres incitations fiscales ou ce qui a été fait l'année dernière, ça va s'arrêter là ? Les incitations fiscales côté épargnant, je ne suis pas convaincu qu'il y en ait plus. En revanche, les incitations fiscales pour les entreprises, pour les inciter à mettre en place ce type de dispositif, il y a de fortes chances, en tout cas, il y a de fortes chances qu'on voit ces incitations élargies. Aujourd'hui, il y a des incitations fiscales pour les petites et moyennes entreprises, pour les entreprises de moins de 250 salariés, qui sont complètement exonérées de charges sur les primes qu'elles versent au titre de l'intéressement et de la participation. Donc, mais ça n'est pas limité à hauteur de 1 000 €? Non, ça c'était la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qu'on a appelée prime Macron. Bien sûr. En revanche, une entreprise de moins de 250 salariés qui va verser 1 000 € de prime d'intéressement à ses collaborateurs, le collaborateur, ça coûtera 1 000 € à l'entreprise, le collaborateur aura 1 000 € dans la poche. Il ne va pas y avoir de charge patronale, il ne va pas y avoir de charge salariale, et derrière il n'y aura pas d'impôt sur le revenu pour le salarié. C'est pas Sous couvert, Frédéric Fallin, qu'une entreprise est souscrite à ce contrat. Bien sûr. On ne donne pas 1 000 € comme ça et Exactement. détaxé, parce que sinon ça serait la force d'emploi. Donc faut avoir. Est-ce que vous-même dans votre entreprise vous l'avez souscrit Dès que pour vos c'était, collaborateurs? Bien sûr. Et En donc tout cas, sur une de mes sociétés, oui, l'autre c'est autrement, mais c'est un moyen de motiver ses troupes. bien sûr. C'est un moyen d'intéresser chaque collaborateur à d'abord la qualité de son travail et la réussite aussi de son avenir, parce que quelque part, c'est une forme d'argent gratuit et il serait dommage de passer à côté. Et puis d'obliger, comme dit tout à l'heure Benjamin Pedrini, d'investir pour le salarié, d'investir dans l'économie en fait. Et dans l'économie et dans son avenir. Parce que quelque part, c'est aussi son avenir qu'il investit, parce que la retraite de manière générale, peu de gens y pensent avant 40-45 ans. Alors donc vous avez mis ce type de contrat en place dans votre entreprise. Est-ce que c'était à la demande des salariés Absolument ou c'est pas. vous qui leur avez proposé? Je leur ai même pas demandé leur avis, je l'ai fait. Ah d'accord, vous leur avez pas demandé leur Je vais même avis. raconter une petite histoire, comble du comble, parmi certains, j'ai eu le droit à ça sert à rien. Ça vous donne un peu l'état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai rien demandé. Une fois que je l'ai fait signer pour que, parce qu'il faut qu'ils soient quand même au courant, donc il faut leur faire valider les choses. Mais pour certains, la réaction était de dire c'est pas bien, ça sert à rien. Et donc ça, c'était il y a combien de temps c'était? J'en ai remis un en place l'année dernière.
D'accord. Et donc, c'est l'année dernière que vous avez droit à cette Oui, mais je l'avais réflexion, déjà même fait avant? auparavant. Je Même l'avais déjà avant. fait auparavant, ça n'avait pas été concluant. Alors je pense que j'avais été fautif dans la manière dont je l'avais orchestré avec les collaborateurs. Donc c'était un coup d'épée dans l'eau. Néanmoins, j'avais toujours ça en tête et puis je l'ai reproduit, mais là sans demander l'avis de qui que ce soit, sans entre guillemets me concerter, puisque de toute façon ça partait d'un bon sentiment, donc un bon sentiment en général. Mais ce que vous dites est vrai, c'est souvent Benjamin assez, Pedrini. c'est souvent assez mal compris des salariés. C'est pour ça que nous justement dans ce qu'on a développé, on est justement pas une banque, pas un assureur. On a vraiment développé notre propre solution et notre solution à la fois elle accompagne les salariés, mais surtout elle accompagne aussi les entreprises avec des kits de communication. On propose aux entreprises des webinars à destination de leurs salariés pour leur parler de leur dispositif. On propose aux entreprises d'aller faire des présentations en physique devant leurs salariés pour expliquer vraiment ce qui a été mis en place par l'entreprise et justement en quoi c'est intéressant et en quoi ça va être intéressant pour eux, en quoi ça va être intéressant pour eux d'épargner pour préparer L'avenir. Alors, Benjamin Pedrini, dernière question, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement quand on souscrit ce type de contrat avec vous, bien sûr? Alors, ce type de contrat et de placement, en fait, le rendement qu'on peut espérer dessus va vraiment dépendre de l'horizon d'investissement que va avoir la personne qui épargne. Aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous épargnez sur un plan d'épargne retraite, vous investissez avec un horizon de temps de l'ordre de 35 voire 40 ans, et donc du coup, vous avez tout intérêt à aller sur des supports beaucoup plus dynamiques, à prendre un peu de risque, quand même on vient de connaître aujourd'hui sur les mois de février et de mars des grosses baisses sur les marchés actions. À horizon 30 ans, vous avez tout intérêt à aller vraiment prendre du risque parce que vous pouvez espérer des rendements extrêmement importants. En revanche, si vous investissez et que vous me dites demain, au mois de septembre, je souhaite retirer cet argent parce que j'en ai besoin pour acheter mon appartement, dans ce cas-là, on va vous conseiller d'aller sur des supports beaucoup moins risqués parce que justement, il y a une telle volatilité en ce moment que ça sert à rien de prendre du risque, ou en tout cas, ce serait vraiment un pari. Alors, soit vous êtes joueur, vous voulez faire un pari et espérer un gros rendement, mais vous pouvez aussi espérer une grosse perte. Et donc, dans ce cas-là, si vous avez besoin de votre argent de façon à plus ou moins court terme, on vous suggérera d'aller sur des supports beaucoup moins risqués. Et dans ce cas-là, le rendement annuel sera sans doute moins important. Mais alors, donc, si on souscrit un contrat, vous avez dit qu'en moyenne, c'était une durée de 3 ans. Si on veut en sortir, vous reversez l'argent à la personne qui veut en sortir? Alors l'argent en fait c'est vraiment un plan d'épargne qui est individuel. Il est mis en place par l'entreprise, mais ensuite chaque salarié dans une entreprise a son propre plan d'épargne au même titre qu'il aurait son livret, son assurance vie qui lui appartient. Donc c'est son argent. L'argent il est bloqué sur les plans d'épargne entreprise pour 5 ans. Avec des cas de déblocage anticipés, et ce qui permet à n'importe quel salarié de retirer son épargne par anticipation, si justement il achète une résidence principale, s'il se marie, s'il se paxe, s'il divorce, en fait tous les moments de la vie où on pourrait avoir besoin d'une épargne et d'un petit pécule qu'on a économisé, tous ces moments-là de la vie font l'objet d'un cas de déblocage anticipé et on peut le récupérer. Et sur un plan d'épargne retraite, on est bloqué jusqu'à la retraite. On peut uniquement casser par anticipation pour l'acquisition d'une résidence principale, par exemple, qui finalement est un élément constitutif de la préparation de sa retraite aussi. Merci Benjamin Pedrini de nous avoir présenté donc les produits de FinTech proposés par Epsor. Donc si on est intéressé par en savoir plus, comment fait-on pour vous contacter ? Et bien, vous pouvez aller directement sur notre site epsor.fr. Dessus, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous en ligne avec nos experts pour mettre en place cette solution au sein de votre entreprise si vous êtes intéressé. Merci beaucoup. Alors Frédéric Fallin, on a compris que vous l'aviez mis en place puisque vous venez d'intervenir sur ce thème. Ça fait donc... Ça a basculé chez nous, Frédéric. Mais j'ai dit que je l'avais fait pour une des entreprises, donc j'en ai encore une autre. Donc vous l'avez mis en place il y a combien de temps, vous ? Eh bien, l'année dernière, pour la deuxième fois, puisque j'avais fait une première tentative il y a quelques années auparavant. Comme j'avais dit, je pense que je m'y étais pas pris de la même manière, et en tout cas, face à moi, ça n'avait pas... j'avais pas fait ce qu'il fallait, je pense. Et puis là, je l'ai pris avec réflexion, et donc là, j'ai mis en place l'année dernière en disant, voilà, le meilleur moyen de motiver les troupes, c'est de mettre ça en place. Alors Frédéric Fallin, vous êtes un homme orchestre, si je puis dire, puisque vous êtes en fait architecte d'intérieur à la base. Vous avez fondé Image Rénov il y a 19 ans.
Et puis Quadro, un réseau de mobilier sur mesure. Et vous êtes aussi, quand vous avez le temps, mais je ne sais pas si vous avez du temps, mais quand même, à vous heures perdues, vous êtes DJ. Oui, là j'ai eu 2 mois de temps, donc c'était pas mal. Alors justement, pour vous, tout s'est arrêté en rénovation immobilière. Comment ça s'est passé Alors, ces 2 mois? Sur le papier, on va dire que non, puisqu'en théorie, on n'avait pas d'interdiction de travailler. Néanmoins, il y avait une autre contrainte, c'est que les collaborateurs ont des enfants, pour certains en bas âge, et il fallait les garder. Entre les enfants à garder ou ceux qui avaient peur, et puis les clients qui avaient peur aussi peut-être? Alors pour le coup, quelles que soient les 2 activités, on n'a pas croisé de clients. Enfin, non, on n'a pas croisé de clients qui avaient peur. De toute façon, il n'y avait pas non plus la possibilité de travailler comme on le voulait, mais néanmoins, nous, on devait, pour les chantiers en tout cas, on était sur des opérations qui n'étaient pas occupées. Donc on pouvait largement travailler. D'ailleurs, on a continué avec une partie du staff, mais certains d'entre eux ne pouvaient pas venir puisqu'ils avaient leurs enfants à gérer. Encore aujourd'hui, j'ai un collaborateur qui, à cet instant, garde encore ses enfants. Donc c'était un peu compliqué, mais en même temps, on était tous logés à la même enseigne. Donc finalement, ça m'a permis de revoir les choses, d'anticiper l'avenir, de travailler sur la com, enfin de faire pas mal de choses et de... Qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal? Alors, soit qu'on n'a pas le temps de faire ou qu'on n'aurait pas fait puisqu'on n'avait pas cette situation. Donc finalement, moi je considère, alors ce que je vais dire est peut-être complètement fou, mais j'ai profité de ce moment pour en faire une aubaine. Expliquez-nous comment. J'ai pour habitude de voir les choses d'une certaine manière, c'est-à-dire que je ne vois pas les choses négatives, j'essaie de voir tout le temps les choses positives. Alors comment vous voyez le positif pour le futur? Le positif c'est très simple, de toute façon c'est nous qui le gérons. Pendant 2 mois on ne gérait rien puisqu'on nous interdisait de faire quoi que ce soit, en revanche tout le reste on a le choix d'être acteur ou spectateur. Donc par voie de fait, il suffit simplement de se poser certaines questions, d'imaginer investir un peu de son temps, parce que forcément là on ne va pas dire que on ne va pas cavaler, ce qui est normal, les gens se réveillent, ont de nouveau des envies, donc on nous sollicite, donc il va falloir être présent 2 fois, 3 fois plus, mais on n'a pas de prétexte à leur dire qu'on est fatigué ou qu'on a autre chose à faire, parce que de toute façon pendant 2 mois, on s'est reposé. En tout cas pour ma part, c'est un peu le cas. Donc d'abord, il faut donner de son temps, ensuite, moi j'ai travaillé sur la communication des sociétés, donc plutôt que de m'arrêter, au contraire, j'ai continué à souscrire par le biais de structures qui nous accompagnent et moi-même à travailler sur le référencement, de telle manière à ce que les autres n'auront pas fait pendant 2 mois, nous on aura pris de l'avance. Et puis on a commencé aussi à recruter de nouvelles équipes, soit en interne, soit en externe, en assurant des partenariats pour que dans les 3 à 6 mois qui vont arriver, on soit en mesure de répondre et beaucoup plus rapidement que les autres. Alors en rénovation immobilière, est-ce que c'est difficile de trouver du personnel? Comme dans tous les métiers. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus une activité où trouver un collaborateur de qualité soit simple. C'est d'autant plus vrai parce qu'aujourd'hui, on ne forme plus les gens. C'est-à-dire qu'on a considéré depuis tant d'années que former des apprentis à des métiers manuels, c'était dégradant. Quand on compare la Suisse où ce sont des métiers d'élite, je ne sais pas lequel des 2 pays a raison, il semblerait que les Suisses aient moins de problèmes que nous, donc on pourrait peut-être s'en inspirer. Aujourd'hui, on perd énormément de compétences manuelles, donc on est obligé d'aller les chercher à l'étranger. À l'étranger, ils n'ont pas forcément tous ces expériences, ils n'ont pas tous cette excellence d'enseignement que nous avons en France. Donc, oui, on était connus pour faire des travaux de qualité, c'est ça que vous voulez dire? Visiter nos monuments, je pense qu'on est plutôt pas mal, donc on a une belle histoire à transmettre. Aujourd'hui, c'est un peu oublié. Ça se corrigera pas en 5 minutes, mais ça, c'est pas grave. Donc après, oui, ça reste difficile aujourd'hui de trouver des collaborateurs de qualité. Et après, l'autre contrainte qu'on va avoir, on a aussi une problématique de marché. Donc il faut pouvoir se positionner sur des profils de clients, de telle manière qu'il y ait une équation entre la valeur des collaborateurs et la valeur d'investissement de nos clients. Alors vous, en rénovation immobilière, vous rayonnez jusqu'où, si on fait appel à vous? Globalement, on va dire l'ouest parisien. Je peux pas l'Île-de-France, notamment l'ouest parisien. Ouais, l'ouest parisien principalement. On va un petit peu à l'est, maintenant on ne peut pas aller partout parce qu'à un moment c'est un problème de circulation, certes en ce moment ça roule bien, mais de manière générale quand on traverse tout Paris et qu'on va dans le sud, 1h30, 2 heures de transport, ça devient compliqué, en tout cas ça devient coûteux pour le client parce que finalement le temps qu'on passera dans la circulation il ne sera pas produit sur place et le client le paiera. Et vous arrivez à refacturer le temps de déplacement à ce... Non, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'à un moment, on essaie de raisonner sur une distance maximale, ou en tout cas un temps de parcours, parce que parfois les distances ne sont pas très longues. En revanche, les temps d'accès sont compliqués. Alors en tant qu'architecte d'intérieur, qu'est-ce qu'on vous demande comme type de rénovation? Faire des miracles. C'est-à-dire C'est-à-dire le meilleur pour pas cher. Ah bah alors, oui, bien sûr. C'est normal. Ça, globalement... je m'amuse en off à dire que je suis un docteur en habitation, c'est-à-dire que globalement on a un sujet qui est malade, très malade, et puis on me demande de le rendre
de lui redonner une belle jeunesse, voire même qu'il soit plus joli qu'il n'était à l'origine. Alors c'est possible quand on y met des sous. Maintenant, on ne fait pas de miracle. Hein. Comme je le disais, si on veut un bon travail, il faut d'abord de bons techniciens, donc c'est un coût. Et si on veut que ça dure, il faut aussi utiliser des bons matériaux. Et quand on a la synthèse de tout ça, il y a un coût. Donc, Donc le français a du mal à payer pour ce dont il a envie. Je ne dirais pas le français. Certains ont du mal à payer, certains ont du mal à comprendre. Et puis on a aussi rêvé pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on nous laisse croire depuis des années qu'on peut accéder à tout et que c'est pas cher. Mais c'est pas totalement vrai, c'est même absolument faux. Donc tant que les gens continueront à rêver, tant que aussi dans nos métiers, il y a des gens qui vous vendent du rêve en vous expliquant que c'est simple et que c'est pas cher. Parfois, c'est pas cher du tout, mais ça dure pas longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Donc, il vaut mieux réfléchir, évidemment, avant de prendre une décision. Quelles sont les tendances actuelles pour vous? Est-ce qu'il y a une tendance qui... On revient à la terre, on revient aux racines. De manière générale, enfin, moi, c'est le conseil que je prône, c'est soyons simples et sobres, soyons intemporels, ne serait-ce que pour préserver son habitation et son investissement. Aujourd'hui, on atteint quand même des sommets sur la valeur des biens. Ce qui n'est pas normal, mais c'est comme ça, c'est comme les actions, au bout d'un moment, voilà. Mais vous trouvez que l'immobilier est trop cher, c'est ça que vous le dites? Je ne sais pas, si vous prenez la valeur intrinsèque d'une construction partout en France et que vous la placez en face de la Tour Eiffel, je pense que le bien ne va pas tout à fait coûter le même prix. Pourtant, son coût de construction sera le même. Donc on achète une place. Alors après, je ne vais pas critiquer ça. Néanmoins, c'est un fait. C'est-à-dire qu'une maison qui, il y a 25 ans, coûtait 140 000 euros, aujourd'hui, elle coûte 300, 350, voire 400. Et les matériaux n'ont pas triplé, donc il y a bien quelque chose qui fait que les primo-accédants, ou je parle bien des primo-accédants, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui de devenir propriétaire pour un coût cohérent. De la même manière que ça l'est aussi pour se loger. Donc après, on fait avec. Et on a fait croire à plein de gens qu'il était possible de rénover, de faire très bien, très joli, en marouflant. Je ne citerai pas de nom. Mais bon, voilà, après, c'est de la télé. Donc, quand on comprend que c'est de la télé, ça fait une émission, ça occupe le cerveau et ça permet de vendre du coca. C'est ce que disait Lelay dans les années 90. En dehors de ça, on ne peut pas avoir... on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Qu'est-ce qu'il faut compter en moyenne pour rénover une maison au prix au mètre carré? Qu'est-ce qu'il faut pour investir? Le bon ratio, en tout cas, qui permet de se projeter, voilà. C'est de considérer 1 000 euros du mètre. Grosso modo, on est dans une bonne dynamique, dans une bonne réflexion. Donc là, avec 1 000 euros du mètre carré, on peut rénover de manière qualitative sa maison. C'est ça que vous voulez dire? Oui, sauf qu'il y a des pièges. Exemple, un appartement de 30 mètres carrés aura toujours besoin d'une cuisine et une salle de bain. Et il n'y aura toujours qu'une seule cuisine et une seule salle de bain dans un appartement de 40, 50 ou 60 mètres carrés. Donc, en dessous d'environ 40-45 mètres carrés, il faut peut-être même envisager un petit peu plus. Au-delà, ça commence à être cohérent. Et plus l'habitation va être grande, plus les choses vont se lisser. Après, tout dépend aussi du choix des matériaux, mais quand on reste cohérent, on est dans quelque chose d'assez logique. Après, il y a toujours des contre-exemples, mais de manière générale, en tout cas, quand on veut investir, quand on choisit un bien à l'achat, il faut garder ça en tête et souvent, on ne se trompe pas. Donc, c'est-à-dire que si on veut acheter un bien immobilier qui a de la rénovation à prévoir, 1 000 euros, de toute façon, c'est à peu près la moyenne pour des grandes surfaces. Et pour les plus petites, il faut prévoir un peu plus. Parce que ce qui coûte cher, c'est ça que vous dites, c'est la cuisine et la salle de bain, finalement. La peinture aussi coûte, c'est un matériel qui coûte cher malgré tout. Alors la peinture, on croit que c'est un simple métier, mais c'est comme tout. Le plus facile, c'est en théorie d'appliquer. Et si vous appliquez mal, il faudra recommencer. La qualité intrinsèque de la peinture que vous appliquez a aussi une valeur, mais ce qui est le plus important, c'est le technicien qui l'applique. C'est 75 à 80% du coût d'un chantier de peinture. C'est comme tout, si vous voulez que ce soit bien fait, c'est un coût. Si vous voulez que ce soit moins fait, vous allez trouver moins cher. Encore une fois, tout dépend comment on s'inscrit dans le temps. Si votre seul et unique critère reste l'argent, ne vous étonnez pas, vous aurez quelques problèmes à l'arrivée. Mais on est tous pareils, c'est le porte-monnaie qui décide. Bien sûr. Alors revenons à la gestion d'une entreprise. Vous avez dit tout à l'heure que c'est difficile de trouver des ouvriers parce que c'est vrai que la France a décrié le travail manuel et du coup les jeunes n'ont plus tellement envie d'aller dans ce type de métier. Du coup, vous prenez des gens qui viennent de l'étranger. Mais vous avez une idée un peu originale, je trouve. Vous dites, vous, finalement, on devrait faire un seul contrat de travail pour tout le monde, oui. Avec une flexibilité, finalement. Oui. Alors, comment vous voyez ce contrat de travail unique? Aujourd'hui, je vais raisonner comme un employeur lambda. Vous recrutez quelqu'un, vous ne savez jamais sur qui vous allez tomber.
Donc vous avez, pour l'instant, on va vous dire oui, mais vous avez les périodes d'essai. Alors je vais expliquer, les périodes d'essai, elles sont intéressantes, mais parfois elles sont pas intéressantes pour l'employeur, elles sont intéressantes pour le salarié. Parce qu'on n'ose pas dire les choses, mais moi je connais, pour avoir vu plus d'une fois, des gens qui viennent travailler chez vous 6 mois, qui obtiennent un nombre de points pour retourner au chômage et faire du black. Et oui, ça existe. Donc Frédéric Fallin, je rappelle que vous êtes fondateur d'Image Rénov, qui est la rénovation immobilière en Val d'Oise. C'est ça. Donc pour moi, un contrat seul et unique permettrait à n'importe quelle personne qui se ferait embaucher déjà de pouvoir souscrire à un prêt. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de nos contrats, c'est qu'un contrat à durée déterminée ne vous permet pas d'accéder à un contrat. Enfin, Un crédit. Donc vous travaillez, mais vous n'avez pas le droit d'aller demander de l'argent. Alors que vous faites votre travail, que peut-être derrière vous allez être embauché, mais en tout cas... C'est tout le problème du statut des freelances en général. Exactement. Donc si on avait tous un seul et unique contrat, on n'aurait déjà plus de problème au niveau des banques. On n'aurait plus de problème non plus à se séparer de quelqu'un et à permettre à une autre entreprise de recruter ce quelqu'un. Parce que forcément, ce qu'on a entendu à l'époque quand il y avait le contrat jeune, où les jeunes avaient tellement peur qu'ils nous disaient « mais moi, au bout de 2 ans, je risque de me faire virer ». Et je leur disais « mais comment tu peux imaginer que si tu es bon, on va te virer ?» Enfin, alors, c'est pas possible d'entendre ça. Aujourd'hui, il faut se mettre en tête que les gens compétents, on souhaite les garder et qu'il arrive que malheureusement les entreprises s'en séparent. Mais c'est d'abord pas de gaieté de cœur et c'est souvent pour une valeur économique qui n'a pas forcément été causée par le salarié. Oui, vous voulez dire que c'est pas la valeur économique n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque de la personne. C'est ça que vous voulez. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé C'est cette notion que vous voulez bien faire. Sûr, là, pendant ces 2 mois, il y a certainement plein de collaborateurs qui sont très très bons, mais ils n'ont pas forcément pu produire. Et c'est pas de leur faute. Mais pendant ce temps-là, ça a coûté. Donc voilà, clairement, il faudrait qu'il y ait une flexibilité et qu'elle soit à la fois valable pour le salarié comme pour l'employeur. Il faudrait que d'où la valeur unique, ce qui fait qu'il n'y aurait plus de frein. Oui, mais alors, un contrat, c'est une signature d'un document entre 2 personnes. Oui. Qui serait le signataire, puisque si vous dites qu'il faut un contrat unique de travail? Alors quand je dis un contrat unique, c'est-à-dire que vous arrivez, vous n'avez pas de CDD ou de CDI, vous avez un contrat, point barre. Et il est commun à tout le monde. C'est-à-dire que grâce à ce contrat, vous êtes donc embauché. Il ne vous donne pas une durée, ni d'entrée, ni de sortie. Voilà, vous êtes là pour 1 jour, comme 100 jours, comme 100 ans. C'est-à-dire que vous imaginez ça à la manière un peu américaine, c'est-à-dire aujourd'hui, donc il y a du boulot, il travaille, il n'y a plus de boulot, il quitte l'entreprise et qu'est-ce qu'il fait après, ce salarié? Il peut aller dans une autre entreprise sans frein, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui freine l'employeur de recruter? C'est le fait d'avoir quelqu'un qui va peut-être s'avérer ne pas être compétent, et après, ça devient un petit peu plus compliqué de s'en séparer. Encore une fois, quand un employeur recrute quelqu'un, c'est pas pour le mettre à l'abri. Alors, bien sûr qu'on va me dire qu'il y a aussi des gens qui sont malveillants. Ça, je peux rien y faire. Hein. Il y aura toujours 5-10% de gens qui auront toujours une réflexion inversée. Néanmoins, vous avez besoin de quelqu'un, c'est pour développer votre entreprise. Vous avez quelqu'un qui se présente, qui est compétent. Votre réflexe, c'est de le garder et de l'aider à grandir au sein de votre société, de l'accompagner le plus loin possible pour la réussite de cette personne et de l'entreprise. En revanche, vous avez quelqu'un qui ne donne pas satisfaction, qui fait tout pour ralentir les équipes. Vous ne pouvez pas garder une personne comme ça, au détriment d'une autre qui aimerait travailler. Donc, pour moi, il serait judicieux de libérer cette personne plus facilement. Mais comme il n'y a pas de contrainte, elle n'aurait pas de crainte non plus de s'en aller, puisque si elle a souscrit un prêt, il est déjà là, donc elle ne risque rien. Et elle pourra aller trouver une embauche ailleurs beaucoup plus facilement. En revanche, je garderai bien évidemment les statuts sociaux que nous avons en France. On ne va pas tout enlever. L'idée, c'est d'avoir de la flexibilité pour les salariés comme pour les entreprises. Alors, Frédéric Fallin, donc on a compris qu'avec 1 000 € en moyenne pour une rénovation immobilière, on peut déjà faire des choses de qualité. Si on veut vous contacter, comment fait-on? Eh bien, sur Internet, c'est facile. Imagerénov, sans E à la fin.fr. Il y a un site assez joli. Je dirais même qu'il est plutôt pas mal. Donc, il y a des liens de contact avec toutes nos coordonnées. Et puis là, sans problème, après, c'est moi qui les appellerai. Et alors, vous intervenez surtout pour les particuliers ou aussi pour les entreprises ou les institutions? Les institutions, c'est un petit peu plus rare. Les entreprises, ça nous arrive. En fin de compte, on n'a pas de cible proprement dit. C'est vrai qu'au quotidien, c'est plutôt une clientèle de particuliers. En revanche, on ne s'interdit rien dès lors où, face à nous, le projet nous anime et Dernière question, Frédéric Fallin. Vous avez fait DJ pendant ces 2 mois de confinement gratuitement sur Facebook pour aider, j'imagine, et pour booster le moral. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Qu'est-ce que vous mixiez comme musique? Eh bien, je suis généraliste, donc je suis en mesure de traiter un peu tous les styles musicaux. Alors, j'ai plutôt traité des styles qui étaient entraînants plutôt que... je n'ai pas mis de slow, par exemple. Voilà. Je faisais des sessions dansantes avec
l'imagination, c'était de dire, voilà, j'ai quelqu'un qui est en train de travailler, qui est en train de préparer, je sais pas, sa tambouille pour ses enfants, qui a besoin d'être un peu égayé, donc on commençait doucement jusqu'à finir sur une ambiance un peu dansante, entre 40 et 50 minutes, déjà pour m'occuper l'esprit, pour occuper l'esprit des autres, et puis j'avais l'impression d'exister. Est-ce que vous en faites un métier, vous organisez des soirées à votre temps perdu? Il est question qu'à la rentrée Covid, alors là, plutôt septembre, figurez-vous qu'on avait prévu de faire, alors, lors du salon Effervescence, on avait prévu de faire un after Effervescence. Voilà, donc cette année... Donc c'est remis pour l'année prochaine. Alors, ça c'est remis, mais entre-temps, du coup, ça a des idées ont gambergé, donc je suis en train de développer quelques projets pour festoyer. Alors, vous reviendrez nous le dire à ce micro. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin en studio. Merci à tous d'avoir bravé donc le virus. Et on va vous souhaiter donc un très bon week-end puisque c'est le pont. On fait 3 jours de repos aujourd'hui, enfin encore 3 jours. Et puis après, bon déconfinement à tous. Je sais que les restos se préparent puisque le mardi, ils pourront rouvrir, en tout cas les terrasses. Donc on sera ravis d'aller boire un verre en terrasse tous ensemble. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée. Portez-vous bien surtout. Faites attention et quand vous allez dans les commerces et dans la rue, eh bien, portez un masque puisque c'est la recommandation gouvernementale. Très belle journée à vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Ben voilà, c'est fait.